Hello guys, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Candle Talks. Ça va être donc le premier épisode que je fais en solo et c'est un épisode qui a été demandé par beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je me lance. Déjà, la raison pour laquelle, l'idée derrière commencer ce podcast, c'était en fait comme beaucoup des gens qui m'entourent. On est dans une période de notre vingtaine où en fait on se pose beaucoup de questions parce qu'on est perdu et c'est pas évident. Parfois, en fait, si on n'est pas forcément entouré des personnes qui nous ressemblent ou qui passent par la même chose, on peut penser qu'on est seul. Alors qu'en fait, non, je pense que c'est universel. Ça peut arriver plus tôt pour certaines personnes, un peu plus tard pour d'autres, mais au final, on va forcément passer par ces moments-là où on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Et moi, en fait, j'ai toujours été une personne qui me suis dit que je ne suis pas une personne très philosophique, dans le sens où je me suis jamais posé des questions pourquoi je suis née, quel est le sens de ma vie, entre guillemets. Et c'est un sujet que j'aborde là parce qu'en plus, mon très cher ami Laurent, qui aussi a commencé son podcast en même temps, a évoqué ce sujet et j'aimerais bien du coup rebondir sur certaines choses qu'il a dit. Donc je vous invite à écouter son podcast. Donc pour commencer, donc on est dans notre vingtaine et moi je considère que au cours d'une discussion, on peut avoir un moment T, une opinion, oh my god, I'm so sorry, des opinions par rapport à un sujet. Et moi, l'approche que j'aimerais avoir, c'est que de ne pas forcément juger l'opinion de l'autre personne, parce qu'on est là en fait pour trouver nos réponses. Donc, parce que c'est la seule façon où on pourra trouver la réponse finale, ou peut-être même qu'il n'y aura jamais de réponse finale à n'importe quel sujet. Parce que je considère que en fait, nos idées changent, on évolue, et heureusement. Je pense qu'un humain est censé évoluer dans ses idées, qu'il n'y a pas forcément une bonne réponse dans tous les cas. Donc j'aimerais bien avoir du coup ce podcast comme plateforme pour discuter de sujets dont les réponses changeront au fil du temps et que ça sera intéressant du coup de voir que ce soit en ayant un podcast avec une même personne sur la durée, par exemple là, un moment T, j'interviewe une personne et dans un an, on aborde le même sujet et on voit en fait comment on a changé dans notre façon de voir les choses. Mais voilà. En tout cas, voyons où est-ce que ça peut nous mener et on est dans notre vingtaine, enfin en tout cas, moi je le suis. Qu'est-ce qu'il en est du genre de questionnement que j'ai à ce jour? Je me pose pas du coup, comme je disais, des questions sur mon existence, qu'est-ce que je fais là, etc. Mais je suis plutôt une personne qui me dit que une vie m'a été donnée, donc l'utiliser à bon escient, comme on dit. Enfin, make the most, en tout cas, de cette vie qui a été donnée. Donc si j'ai l'opportunité de enjoy life, let's do it quoi. Enfin moi le sens entre guillemets que je donne à ma vie, c'est de créer, produire, que ce soit un projet, mais c'est quelque chose en fait qui m'épanouit. Je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir sur Terre. En fait je vois la vie comme une opportunité, donc voilà. Quant à qu'est-ce que je veux faire en fait, parce que vous savez la question habituelle des adultes quand nous on finit le lycée, c'est qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard. Évidemment je pense que, et beaucoup d'entre vous le penseront aussi, c'est un peu tôt quand même pour poser à un enfant ce genre de questions, surtout que cet enfant n'a fait qu'étudier pendant 18 ans, ou pas. Parce que ça dépend si vous avez été focus seulement sur... si vous êtes concentré seulement sur vos études ou vous avez découvert autre chose en dehors par des activités extrascolaires, etc. Et ça, c'était par exemple mon cas. Je sais pas si c'est parce que les parents qui nous ont encouragés ou pas, mais dans mon cas, c'était pas forcé et c'était plutôt moi en fait qui demandais de faire des activités qui en fait m'intéressaient aussi. Donc j'ai toujours vu les activités extrascolaires comme un moyen de me développer en dehors de mes études parce que je ne voulais pas être une personne qui n'avait que ça en elle. Et vous voyez ça un peu comme une coquille en fait, genre comme un escargot. Je voulais que ma coquille soit remplie de différentes couleurs, de différentes choses. Et ça c'était un concept que j'avais depuis plus jeune. Je sais pas si c'est quelque chose que mes parents m'ont... que j'ai inconsciemment... enregistré ou pris de l'éducation de mes parents.
enfin de ce qu'ils m'ont inculqué. Mais en tout cas, c'était moi, personnellement, ma vision que j'avais depuis jeune. Donc, je pense qu'avoir fait toutes ces activités m'ont apporté une richesse. J'avais l'impression même si, que même si je perdais quelque chose, donc par exemple que ça n'allait pas dans les études par exemple, j'étais confiante en moi que j'avais autre chose qui me définissait. Et donc je n'étais pas définie que par une chose, mais par différentes choses que j'ai entrepris. Et ce processus en fait d'essayer de nouvelles activités, j'ai continué à le faire sur le long terme. Donc après le lycée. Et en fait c'est une façon aussi pour tout jeune de sortir de sa zone de confort et de découvrir autre chose. Parce que du coup tu rencontres des gens en dehors de ton école qui n'ont pas forcément le même background. Si tu es dans une école privée, bah, tu auras peut-être des personnes qui se ressembleront au niveau social. Et donc en allant dans d'autres cercles, par exemple rejoindre un club de sport, par exemple un club de foot, en dehors de l'école, bah, tu vas rencontrer des gens de différents walks of life. Et ça t'enrichit du coup parce que socialiser avec des gens différents, tu découvres une autre perspective. Et comme on dit, tu ressembles aux gens qui t'entourent. Donc c'est important quand même de rencontrer des gens différents pour que toi aussi tu te fasses une idée des possibilités. Un cercle social n'est pas représentatif de la réalité, de toutes les possibilités que tu peux être. Et en parlant de rencontrer des gens, c'est un sujet que le podcast Fin du tuto a évoqué, qu'une rencontre peut tout changer. Donc c'est pour ça que j'encourage les gens à se créer ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, ne pas avoir seulement une source de rencontres. Dans mon cas actuellement, je rencontre pas mal de personnes régulièrement par le travail, mais je me crée aussi d'autres opportunités en dehors, en allant par exemple faire un workshop le week-end, et en ayant fait ça, bah, j'ai rencontré d'autres personnes, que ce soit les personnes qui participaient à ce workshop, ou en posant des questions à la personne elle-même qui organisait le workshop. Et bah, du coup, si on voit que ça clique, bah, on garde contact et la relation se construit comme ça. Mais ça demande quand même pas d'être extraverti, mais quand même avoir le courage de reach out to that person, c'est-à-dire faire ce premier pas, parce que soit c'est vous qui faites le premier pas, soit c'est l'autre personne qui fait le premier pas. Mais moi, dans mon cas, en général, si je fais pas le premier pas, bah, je sais que l'autre va pas forcément faire le premier pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire le premier pas. Mais si vous êtes vraiment motivé à ne pas laisser cette opportunité passer, et que vous voyez qu'il y a du potentiel, que cette personne est intéressante en mode que c'est une rencontre intéressante par son background, etc., que c'est une richesse que ça pourra vous apporter. Enfin, faut faire cet effort en fait. En tout cas, c'est ce que je fais. Et c'est pas évident parce que de base, je suis pas une personne qui va facilement vers les autres, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je pense. En fait, je pense par ma mère, parce que je pense qu'en fait, elle est extravertie. Et moi, je suis de base introvertie, mais depuis petite, j'ai été mise dans des situations où je devais parler, où je devais prendre l'initiative. Et je pense que du coup, ça m'a rendue comme ça. Et peut-être j'ai été aussi juste inspirée par la personnalité de ma mère, du coup. Et à chaque fois, même moi, je suis assez étonnée de reach out to people. Genre, j'arrive pas à trouver la traduction en français. Bref, vous avez compris. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment rencontrer une nouvelle personne, échanger, vous enrichir? Et ça vous ouvre l'esprit, en fait. Ça vous fait réaliser que il n'y a pas un bon chemin et qu'il y a différentes façons de vivre sa vie, que c'est une question juste de choix. Et s'il y a une chose que ça m'a appris, quelque chose que j'ai réalisé en rencontrant ces personnes et en écoutant leur histoire, des personnes qui ont réussi déjà dans leur vie ou qui sont aussi dans les mêmes phases que nous, dans notre vingtaine, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir notre vie.
c'est que beaucoup de choses sont possibles grâce à la chance. Malheureusement pour certains, parce que la chance, pas tout le monde peut l'avoir, mais je pense que si, qu'on peut créer les opportunités pour que la chance arrive vers nous. Et ces personnes qui ont eu des bonnes opportunités, ça a été par des rencontres, des présentations par des amis, par exemple d'un projet un projet de business, par des rencontres. C'est pour ça que par le travail, on nous pousse souvent à faire du networking, etc. Parce que c'est par les rencontres qu'on peut avoir de nouvelles opportunités pour notre entreprise. Voilà, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment comme ça qu'au final, on crée des opportunités sans rencontrer des gens. Après, moi, je vais pas rencontrer des gens forcément pour espérer avoir de super opportunités, mais faut voir ça comme quelque chose qui t'enrichit et qui peut t'apporter à toi, mais tu peux aussi apporter pour les autres. Et c'est quelque chose que moi personnellement j'aime bien faire, c'est mettre en contact les gens, parce que ce soit mettre en contact un ami avec une connaissance que je connais qui pourrait lui apporter, parce que j'espère que mes amis réussiront dans leur vie. Donc si je vois l'opportunité de les aider, je vois pas pourquoi je devrais me restreindre. Donc ça me fait plaisir à chaque fois si je vois que j'ai l'opportunité de mettre en relation deux personnes à qui ça pourrait apporter. Genre par exemple, si je vois quelqu'un qui pourrait inspirer un ami, je lui dis ouais, je connais cette personne et si t'es intéressé, vous devriez vous rencontrer. Voilà. Et en plus, de toute façon, les humains sont des êtres sociaux, donc c'est un peu dans notre nature, je pense. Dernière chose sur les opportunités, ne pas laisser passer une opportunité, encore une fois. Je pense que ça requiert de savoir reconnaître ce qui est une opportunité, ce qui n'est pas évident. Certaines opportunités sont cachées et c'est à vous de voir est-ce que c'est une opportunité qui vaut le coup ou pas. Donc il faut savoir analyser. Ça dépend aussi de vos ambitions, de vos projets. Mais ça peut être fatigant parce que des opportunités, il y en a quand même pas mal. Et on ne peut pas toujours prendre toutes les opportunités. Donc des fois, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie d'aller sortir avec votre boîte pour networker dans un event. Et vous allez être tiraillé entre, là je laisse passer peut-être une super opportunité, je vais peut-être faire une rencontre super intéressante pour le travail ou pour moi personnellement. Mais juste vous êtes fatigué. Donc je pense que des fois il faut être compréhensible envers soi-même. Il faut pas que ce soit trop répétitif parce que dans ce cas, en fait, vous laissez passer toutes les opportunités. Mais il faut savoir faire la balance. Mais pour les personnes qui sont très en mode productive mindset, ça peut être plus compliqué en fait de renoncer à une opportunité que de prendre l'opportunité. Parce que vous êtes en mode non, il faut pas que je laisse passer juste une opportunité. Mais pour ce genre de personnes, il faut être au contraire plus tolérant vers soi-même. Faut que tu prennes soin de toi d'abord. Si t'es fatigué, repose-toi cette fois-là. Et il y en aura d'autres des opportunités. Si cette opportunité est vraiment vouée à se réaliser, si tu dois vraiment rencontrer cette personne parce que c'est le destin, il y aura une autre opportunité où tu la rencontreras. Voilà. Alors maintenant, un sujet qu'on m'a souvent demandé, c'est comment je m'organise pour pour mes projets, comment je fais pour initier un projet et me lancer en fait au final, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont des idées, qui ont des envies, mais au final n'arrivent pas à se jeter à l'eau entre guillemets. Moi j'ai vraiment cette image de se jeter dans l'eau froide parce que moi j'ai peur de l'eau froide, pardon. Imaginez vous lancez dans la mer, vous sautez dans la mer, au milieu de la mer, hein, pas juste à la plage. Mais ça fait peur parce que vous savez pas ce qu'il y a en dessous. Mais des fois, il faut juste sauter et vous verrez comment vous allez nager.
des fois il faut pas trop réfléchir, il faut juste le faire. Facile à dire et pas facile à faire, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer d'implémenter, d'inscrire dans notre cerveau et de se le répéter à chaque fois. Parce que ça peut aider au final. De se répéter toujours la même chose. C'est une des techniques quand par exemple j'ai quelque chose que je vais commencer, mais des fois le timing n'est pas bon. Donc moi ce que je fais c'est que je l'écris dans ma liste de reminders et du coup sur mon téléphone ou sur mon téléphone. Vous savez il y a des petites fenêtres, enfin comment on appelle ça, des petites fenêtres qu'on peut mettre sur la page d'accueil, etc. Et vos yeux ils vont toujours passer par, vont effleurer votre home screen et vous allez être rappelé que vous devez faire cette tâche ou vous lancer dans ce projet, etc. Donc le fait de toujours être rappelé, ne pas oublier, moi personnellement ça me booste et ça me frustre entre guillemets parce que ça me rappelle du coup que je ne l'ai toujours pas fait et qu'il faut que je le fasse. Donc voilà, des fois la vie est faite que de telle façon que le timing n'est pas bon. Vous êtes trop occupé, vous pouvez pas encore vous dédier à ça. Mais le fait d'être rappelé à chaque fois, ça va vous shake et il va bien falloir à un moment où vous devez le caser quelque part. Bon, des fois ça marche pas, des fois on se trouve des excuses, oui j'ai pas le temps, blablabla. Une des réflexions que je me suis dites récemment, c'est de se mettre des deadlines. C'est pas évident de se mettre des deadlines personnellement. Par contre, si vous essayez de trouver des fake deadlines, je vous donne un exemple, vous apprenez la guitare et vous arrivez même pas à apprendre une chanson en entier. Alors, dites-vous que pour le Noël qui approche, le Noël de cette année. Donc là, par exemple, on est en août, vous avez encore 4 mois pour apprendre 3 Christmas carols, par exemple, à la guitare ou au piano. Et ça, c'est un vrai deadline dans le sens où c'est lié à Noël. Vous n'allez pas faire un Christmas carol pour février, pour la Saint-Valentin, ça n'a pas trop de lien. Donc c'est comme si c'était un deadline qui vous a été donné par un prof, alors que c'est pas du tout le cas. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une pression extérieure, créez-vous ces pressions. C'est la seule façon, c'est un des moyens pour se lancer. Après, donc, d'autres petits tips que j'ai pour atteindre mes objectifs, c'est de track my progress, donc de faire un suivi de mes progrès, un concept qui est fondamental pour moi. Je me mets en fait des milestones qui sont plus atteignables, plus facilement atteignables sur des plus courtes durées. Imaginons que votre but c'est d'apprendre l'anglais d'ici la fin, d'ici un an, donc août prochain. Ce qu'il faut faire c'est que par exemple avant la fin de l'année, qui est encore une fois pour moi un deadline fictif, mais qui existe, parce que c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Le changement d'année, c'est quelque chose où on veut avoir accompli des choses, etc. Donc, d'ici la fin de l'année, que vous ayez votre milestone, ça serait par exemple de pouvoir lire un livre en anglais en entier. Après, il y a différents types de livres avec différents niveaux, etc. Donc, en fait, il faudrait que je fasse un podcast sur les tips pour apprendre une langue. Oui, donc donnez-vous des objectifs plus facilement atteignables sur une plus courte durée et ça vous rendra plus satisfait une fois que vous vous aurez coché la case parce que vous avez l'impression d'avoir d'avoir atteint quelque chose. Et le but en fait c'est pas de rendre les choses difficiles en mode ça paraît trop loin, apprendre maîtriser une langue. Par contre, si vous avez l'impression de progresser parce que vous voyez que vous avez effectivement atteint des mini-objectifs, vous allez être encore plus motivé de tenir le coup et d'aller sur le prochain niveau. C'est de la même façon que quand vous jouez à un jeu
vidéos, vous avez level 1, level 2, etc. Et c'est plus amusant dans un sens parce que le but c'est de vous rendre, de vous stimuler en fait. Voilà, pour que ce soit un peu comme un jeu. Je pense que j'ai utilisé un autre exemple. Vous êtes au rez-de-chaussée et vous devez monter 6 étages. Là je suis trop fatiguée, j'ai trop du mal à m'imaginer que je vais faire 6 étages. Dans ce cas, première étape, essaye de monter une marche, 2 marches, finis ce premier étage et après ça ira. Et vous arrivez au premier étage, finis ce deuxième étage et ça ira. Et au final, vous arrivez au 6e étage et vous regardez derrière, vous avez gravi des mètres et des mètres et vous êtes proud of yourself. Mais du coup, n'essayez pas de vous mettre trop de pression et réfléchissez juste sur la prochaine étape qui vous attend. Mais la prochaine petite étape, pas l'étape qui se trouve à 10 mètres du sol. Sinon, vous allez vous lasser très vite et vous n'allez pas tenir sur le long terme. Et c'est quelque chose que j'essaye de maintenir, c'est de garder en fait sa motivation sur le long terme. C'est la seule façon pour pouvoir atteindre son objectif en fait. Donc, track your progress. Et pour ça, ça demande de planifier. Donc moi, je suis une personne qui planifie beaucoup. Je peux passer pas mal d'heures à planifier mon programme pour la semaine prochaine ou mes sorties pour le mois prochain, etc. Et le fait de planifier, ça vous permet de pouvoir caser en fait ces moments qui sont dédiés à un certain sujet et de gérer votre temps parce que le temps est limité. Et donc si vous voulez vraiment progresser dans quelque chose, il faut que vous dédiez un temps spécifique à cette activité. Donc, si vous voulez apprendre une langue, essayez de faire en sorte que dans votre programme, vous aviez des heures dans la semaine qui sont dédiées à ça et vous devez les effectuer, quoi. Donc moi, c'est ce que je fais. Et comme ça, je me trouve pas des excuses en mode, non... j'ai pas de temps, etc. Parce que je les ai planifiés à l'avance, donc il faut que je les suive. Si vous êtes une personne qui a du mal à suivre votre propre planning, dans ce cas, prenez un prof. Ça va être peut-être du coup plus cher. Mais faut voir cet investissement d'argent comme, comme un investissement pour l'apprentissage de cette langue. Tout le monde n'est pas fait pareil, il y a des gens qui ont besoin d'être guidés et voilà. Et au final, apprendre une langue, ça vous a rapporté encore plus. Je vais l'évoquer plus tard quand je ferai mon podcast sur les langues, mais une langue, c'est pareil, pour moi c'est une opportunité parce que ça va vous permettre de découvrir une nouvelle culture, parce que apprendre une langue c'est une nouvelle façon de penser. Je vous donne l'exemple du coréen, mais vraiment le coréen c'est... faut que j'inverse mon processus de comment on appelle ça, thinking process, parce qu'en fait le verbe il est à la fin de la phrase, alors qu'en français tu dis la phrase au début de phrase, alors qu'en coréen il faut que je réfléchisse en mode qu'est-ce que je veux dire. Donc je sais pas comment ils font, mais c'est pas facile. Anyways, donc voilà, ça vous apprend une nouvelle façon de penser, donc ça vous ouvre l'esprit. Deuxièmement, ça vous donne l'opportunité de rencontrer plus de personnes, des personnes qui ne parlent pas votre langue natale. Donc c'est une très grande richesse pouvoir discuter avec plus de gens. Donc voilà, ça ce sont 2 idées principales sur les avantages d'apprendre une langue, mais il y en a plein d'autres encore que j'évoquerai peut-être plus tard. Donc planifier, faire un suivi de son progrès. Et donc, comment planifier ? Moi, personnellement, j'utilise beaucoup de cahiers parce que j'aime bien... c'est plus visuel, en fait, pour moi, de voir. Le digital, c'est bien dans le sens où où ça me donne des reminders sur mon téléphone. Mais j'aime bien compléter, en fait, mon suivi par du papier, des cahiers. Et j'ai toutes sortes de cahiers pour tout et n'importe quoi. J'ai un cahier pour mes objectifs du mois, un cahier pour juste mes
mes petites bucket list de la journée. Donc voilà. C'est à vous de trouver en fait votre système. Et pour ça, il faut s'inspirer de d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces personnes parce que moi, ce que j'ai fait, c'est de temps en temps regarder des vidéos sur how I organize my week, blablabla et tout, parce que certaines personnes sont déjà passées par ce processus de planification, donc ils ont leur propre système. Et c'est bien d'être inspiré par ce qui existe déjà, parce que ça va vous faire perdre moins de temps. Et après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous. Moi, j'aime pas par contre passer trop de temps sur ces vidéos parce qu'au final, après, je fais rien. Donc, moi, je vous conseille, de mon expérience, de regarder 1 ou 2 vidéos maximum et après arrêter, sortir de YouTube et commencer à faire votre planning, de tester une des méthodes. Donc, une des méthodes que j'ai par exemple essayé, c'est les templates Notion. Notion que j'adore d'ailleurs. C'est très visuel, donc si vous êtes quelqu'un du visuel et qui aime voir des choses bien organisées en termes de template, et que quelque chose de visuel vous rend plus productif, alors testez ces méthodes-là. Je sais qu'il y a par exemple des personnes qui écrivent dans leur cahier avec des couleurs différentes, prennent le temps de bien écrire et tout. Moi, j'ai pas cette patience. Je préfère que les choses soient straightforward. Donc, j'utilise que du stylo noir et du papier pas blanc, mais orange. Enfin, pas orange, beige, pardon. Et sans ligne. Enfin, voilà, vous allez découvrir vos propres préférences. Et voilà. Donc, ça, c'est des petits tips. Donc, voilà. Essayez de trouver vos systèmes. Je pense que c'est une question d'apprendre sur soi-même qu'est-ce qui fonctionne pour vous, comment se rassurer. Et en fait, tout est une question d'avoir une bonne relation avec vous-même. Et c'est quelque chose qui se construit. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai travaillé, entre guillemets, ou que j'ai implémenté depuis plutôt jeune. Et je suis assez bienveillante envers moi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que je sais que je suis une personne qui facilement peut être frustrée de moi-même, en fait frustrée dans le sens où je veux accomplir des choses, mais j'en suis loin. Quand je vois d'autres personnes qui réussissent jeunes, bah, comme tout le monde en fait, on est en mode waouh, comment cette personne a fait, je me sens tellement loin derrière, comment est-ce que je peux rattraper le temps alors que cette personne est déjà là-bas. Voilà, tout est une question de se comparer aux autres, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et c'est quelque chose que Fin du tuto a également évoqué. Moi, je veux aborder en fait ce sujet à ma façon, parce que je suis une personne justement qui a toujours expérimenté un sentiment d'infériorité, ce qui n'est pas mauvais. Et du coup, je veux évoquer ce livre, The Courage to be Disliked, by Ichiro Kishimi and Fumitake Koga. Donc, dans ce livre, je crois que c'était le chapitre 13 et 14, parle du sentiment d'infériorité qui n'est pas négatif justement, parce que, je vous explique, c'est la théorie d'Adler, selon laquelle en fait le sentiment d'infériorité, tout le monde l'a. Tout humain est né en tant que a helpless being, donc en gros un être qui ne sait rien en fait, qui n'a aucun skills, qui ne sait même pas marcher, qui ne sait même pas parler. Et en fait, il y a ce désir universel de sortir de cet état de helpless being, et qu'on appelle en fait la poursuite de la supériorité. En anglais, pursuit of superiority. Et en gros, c'est de vouloir atteindre un état idéal. En d'autres termes, une meilleure version de soi-même. Et sans en fait ce concept de pursuit of superiority, il n'y aurait jamais eu ces avancées technologiques et scientifiques dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de positif d'avoir ce sentiment d'infériorité, parce que c'est ça qui te pousse en fait à évoluer en fait, à atteindre de nouveaux sommets, à te dépasser. Ce sont donc des stimulants naturels et normaux qui vont permettre une évolution saine de l'humain. Donc ça, c'est le sentiment d'infériorité, à ne pas confondre justement avec le complexe d'infériorité qui est pour le coup négatif, parce que ces personnes-là ont perdu le courage de faire le premier pas, et ils considèrent en fait qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas changer
cet état d'incompétence, cet état helpless state, bah voilà, ils acceptent pas le fait qu'il existe en fait une façon de changer cette situation, mais ça requiert en fait d'avoir le courage de faire le premier pas. Donc c'est le sentiment d'infériorité et le complexe d'infériorité sont deux termes qui sont de nos jours un peu misused, donc mal utilisés, mais qui en réalité sont totalement différents. Donc moi je peux confidently say that I have feelings of inferiority, mais je ne pense pas que j'ai un complexe d'infériorité parce que sinon ça voudrait dire que je n'essaierai rien et je resterai, je stagnerai. Et alors que non, je pense que jusque-là, en fait, j'ai un peu cette frustration, mais bonne frustration, de vouloir découvrir ce dont je suis capable et donc d'essayer de plein de différentes choses. Donc comme j'ai cette frustration, la seule façon de apaiser cette frustration, c'est de faire le premier pas et de commencer. Il y a des personnes qui ont besoin de plus d'être poussées un peu plus pour pouvoir le faire. Bah dans ce cas, il faut avoir la chance d'être entouré de personnes qui vont vous pousser à faire ce genre de choses, qui vont vous inspirer, donc plus que inspirer, mais qui vont vous faire bouger. Pour être entouré de ce genre de personnes, encore une fois, il faut rencontrer ces personnes, et c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on va rencontrer ces personnes qui vont nous pousser vers le haut. Donc voilà, tout est une question de, si vous voulez le faire, il faut s'en donner les moyens. Et ce n'est pas facile, parce que même moi, quand je regarde derrière ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, plein de fois je me dis mais comment j'ai fait ça? Je suis sans cesse amazed par la moi d'hier à chaque fois. Et bah c'est bien aussi de se féliciter. Et donc voilà, entourez-vous de personnes positives qui peuvent vous monter vers le haut. Après, si je parle du fait que dans mon cas par exemple, je pense que c'est de ma nature, mais je ne procrastine pas beaucoup, ou alors peut-être que j'ai la mauvaise définition de procrastiner, mais c'est rare que je passe du temps à ne rien faire. En général, si on me demande oui, qu'est-ce que tu es en train de faire, je fais toujours quelque chose. Donc j'essaye de découper mes journées par tranches d'heures, et chaque heure doit être dédiée à quelque chose. Évidemment, il faut avoir des heures où tu te reposes. Donc une des techniques que un des systèmes que j'avais utilisé il y a, il y a 2 ans, c'est de faire un cercle et de découper des parts dans la journée qui est dédiée à quelque chose. Et le fait d'avoir quelque chose de visuel et de savoir comment tu veux découper ta journée, ça te permet d'être un peu plus organisé déjà, même si tu ne suis pas forcément ce que tu as écrit. Mais en tout cas, moi, ce qui me fonctionne, c'est que d'avoir quand même une sorte de layout de comment je veux passer ma journée ou ma semaine. Et après, à moi d'ajuster en fonction de comment je me sens. Parce qu'en fait, j'ai du mal à m'imposer quelque chose si je me sens pas de le faire. Évidemment, des fois, il faut que je me pousse un peu parce que sinon, je ferais rien. À chaque fois que si je me sens toujours lazy, etc. Mais de quand même m'écouter. Parce que je sais déjà que j'ai cette frustration que je veux atteindre mon objectif, mais si je me sens vraiment pas de le faire à un certain moment T, juste je reporterai ce que je voulais faire à un autre moment, je me rattraperai en gros, que ce soit la semaine prochaine, dans un mois, etc. Donc voilà, donc se créer en fait des guides, en fait des sortes de guides. Mais ça dépend encore une fois de comment vous fonctionnez. Moi, je fonctionne comme ça et c'est à vous de voir qu'est-ce qui marche plus pour vous. Aussi, autre chose, c'est que moi, comme j'aime bien faire plusieurs activités, c'est-à-dire que je n'aime pas passer trop de temps sur une seule chose, parce que peut-être que je m'en lasse ou je risque de m'en lasser. J'ai besoin que mes journées soient différentes. En fait, j'ai besoin que mes journées soient dynamiques, soient stimulantes. Donc je n'aime pas rentrer dans une routine où je fais toujours les mêmes choses. Certains de mes proches disent qu'ils sont assez étonnés que j'arrive à maintenir une activité sur le long terme. Moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que j'arrive à maintenir sur le long terme. Dans le sens où, par exemple, pour apprendre une langue, je me dédie, on va dire, 2 heures par semaine.
Et ça, je le fais par exemple pendant un mois. Mais le mois prochain, il va se trouver que ce mois-là, j'ai fait que 1 heure par semaine d'apprentissage. Donc de mon point de vue, j'ai pas l'impression d'être très consistante. Je vais pas réussir à faire exactement le même schedule pendant des mois et des mois. Mais j'aurai des breaks et après je vais reprendre, blablabla et tout. Et moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que j'ai besoin de moments où je fais un break. Et après, je sais que dans tous les cas, que je vais recommencer parce que j'ai toujours cette constante sorte de reminder ou frustration qu'il faut que j'atteigne mon objectif. Donc, je vais toujours quand même le refaire, mais c'est juste que ça sera reporté dans le temps. Peut-être que du point de vue extérieur, ça montre que pendant des années, j'ai continué à maintenir cet objectif. Mais c'est juste que de mon point de vue, j'avais des périodes où je ne l'ai pas fait, des périodes où j'étais plus motivée à le faire. Et en parlant d'avoir plusieurs projets en même temps, d'être un peu, comment on dit, pas avare, mais au final, dans un certain sens, de vouloir atteindre différents objectifs, ça demande en fait de découper son attention sur différents projets. Et moi, c'est quelque chose que mes parents, ou surtout mon père m'a dit, c'est qu'en fait, il faut faire un choix. Soit tu te focuses sur un projet et du coup tu mets tout ce que tu as, tout ton temps libre sur une chose, tu vas forcément progresser plus. Alors que si tu as plusieurs projets, forcément tu dois découper ton attention et donc découper ton temps. Et tu ne vas pas forcément évoluer aussi vite que tu le veux. Donc c'est un choix à faire. Moi dans mon cas, c'est comme je disais, genre j'aime pas forcément me restreindre sur une chose. Parce que ça voudrait dire que l'autre projet que je veux faire, je dois le reporter dans plusieurs années. Le temps que je maîtrise un des skills que je voulais. Mais il y a une autre théorie où si tu fais régulièrement en petite quantité sur le long terme, tu peux autant avancer que de faire tout d'un coup 2 jours full sur un sujet spécifique. Pour donner un exemple plus concret, si tu apprends une langue et que tu apprends 10 minutes tous les jours, au lieu de 1 jour sur un mois, ton progrès sera plus effectif normalement si tu fais régulièrement tous les jours plutôt que te focus 24 heures. Pour vous donner un dernier exemple d'un des systèmes que j'ai mis en place, et encore une fois en fait mes systèmes eux aussi changent dans le temps, évoluent. Je teste quelque chose qui marche pour moi par exemple pendant 2-3 mois et après je vais être inspirée par un autre système que j'ai envie de tester et je vais le mettre en place. Par exemple, j'ai eu une période en début d'année où j'utilisais en fait Notion et il y avait un template où tu cochais en fait des cases sur ce que tu avais effectué dans ta journée et au final à la fin du mois tu pouvais voir tu as dédié 4 heures par semaine à faire telle activité blabla. Et donc ça te donne une certaine satisfaction parce que tu vois que tu as quand même rempli tes objectifs. Mais ça, je l'ai utilisé par exemple 2 mois. Et après ça, je suis passée sur un autre système qui, par exemple, j'avais commencé plutôt à écrire mes objectifs sur un cahier. Chaque mois, j'écrivais en fait... et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait par contre pendant bientôt 1 an. C'est juste que là, les 2 derniers mois, je ne l'ai pas fait. Mais en gros... chaque mois, en début de mois, j'écrivais toutes les activités que j'aurais aimé accomplir d'ici la fin du mois. Et à la fin du mois, je reprenais ce cahier et je cochais tout ce que j'ai réussi à effectuer. Et c'est toujours satisfaisant de voir quand tu as rempli tes objectifs entre guillemets et tu as l'impression d'être productif. Mais ça, je pense que ça marche pour les personnes qui ont besoin de se sentir productives. Et ça, c'est mon cas. Et par contre, en contrepartie, les mois où j'ai en fait rien fait, de mon point de vue, c'est ok aussi, parce que je me dis, c'est pas possible d'être productif les 12 mois de l'année. Et c'est juste pour moi un moyen de suivre mes progrès et de voir où j'en suis, quoi. Donc c'est pas forcément une façon de me noter. J'aimerais bien sortir 2 quotes. Un quote qui est très connu, qui est chinois d'origine, et qui dit The journey of 1,000 miles begins with a single step. Je pense que c'est important en fait d'avoir le courage de faire ce premier pas
dans quoi que ce soit. Que dans tous les cas, rien n'est facile, mais vous serez très content à la fin de l'avoir fait. Donc testez. Si vous avez du mal, j'espère que vous êtes entouré des bonnes personnes qui vous soutiendront et qui vous pousseront un peu pour initier en fait le projet que vous avez, que ce soit commencer une nouvelle activité, commencer votre projet professionnel, etc. Et un autre quote que je trouve intéressant, et en gros ça dit que The most intense fight a human will ever have is between the person they are and the person they are capable of becoming. Trouver ce qu'on veut faire, trouver ses réponses, ça prend du temps. Et le plus important, c'est de continuer d'avoir ce processus de recherche. Parce que si on s'arrête, vous ne trouverez jamais rien si vous ne testez pas. Donc des fois, les réponses ne se trouvent pas forcément dans les endroits évidents, mais dans les choses qui n'ont rien à voir. Donc le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'en sortant de sa zone de confort, en passant par des moments difficiles, c'est là où on grandit le plus et qu'on trouve ses réponses. Quand je dis ces réponses, c'est pas forcément à des questions existentielles, mais des réponses qui n'ont pas forcément des questions de base. Je sais pas si c'était clair, mais moi c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois je me dis, mais voilà une des réponses que je recherchais, alors que je n'avais pas forcément une question en tête. Trouver sa place, par exemple, dans la société, dans le monde, c'est pas évident. Et on se demande toujours quelle valeur je peux apporter au monde. Je pense que c'est important aussi de se poser la question qu'est-ce que j'aime, et en fonction de ce que j'aime, qu'est-ce que je peux, quelle valeur je peux apporter. Et je pense qu'il ne faut pas forcément se mettre une obligation de toujours avoir une valeur, parce que on n'est pas tous obligés d'être utiles. Des fois, peut-être, on est juste là pour profiter de cet instant sur Terre et du temps qui nous est compté, de passer du temps avec les gens qu'on aime, de profiter de la nature, de regarder juste par la fenêtre. Je pense que c'est une vision en fait qu'on devrait aussi avoir, c'est qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être productif. Parce que vouloir être productif, au final, ça devient une obsession et c'est pas healthy. Ça peut être comme tomber dans un trou noir où on a l'impression que tout doit avoir un sens, que toutes les minutes comptent. Je pense qu'il faut savoir faire la balance. Je voulais juste, enfin, pour reprendre le dernier podcast qui est sorti récemment de fin du tuto, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? C'était Sens de la vie, prisme et perfectionnisme. Dans cet épisode, Laurent, tu disais que certaines personnes adorent les jeux vidéo parce que du coup, on est un peu guidé sur la façon d'arriver à un objectif. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait vrai. Et que du coup, pour illustrer ça dans notre vraie vie, c'est qu'on n'a personne pour nous guider et pour nous dire pour atteindre ton objectif, déjà c'est bien que tu aies un objectif, il faut que tu fasses ça pour arriver au point final. Donc comme on n'a personne pour nous orienter, on est tout à fait perdu et ça explique donc toutes ces personnes qui sont perdues, mais je pense qu'aussi la plupart des personnes sont perdues parce qu'elles ne savent même pas quel est leur objectif. Mais supposons que votre objectif c'est de réussir dans la vie, de gagner assez pour vivre ou être riche tout simplement pour pouvoir exaucer tous les souhaits que vous avez. Personne vous dit quelle est la recette pour devenir riche, sinon tout le monde deviendrait riche. Donc on n'est pas dans un jeu vidéo où on vous dit level 1 il faut faire ça. Puis vous arrivez à level 2 où vous devez faire ça. Donc en fait c'est ça en fait la différence entre un jeu vidéo et la vraie vie, c'est que on n'a pas de guidelines. Et donc c'est ça en fait, il n'y a personne pour vous dire est-ce que vous êtes sur le droit chemin, est-ce que vous vous dirigez vers la bonne direction ou est-ce qu'il faut emprunter un autre chemin, ou peut-être vous avez juste peur que dans tous les cas peut-être que vous arriverez sur le bon chemin mais que ça vous prendra plus de temps et vous n'avez pas envie de perdre trop de temps, vous voulez juste la bonne solution et que ce soit le chemin le plus court pour arriver là où vous voulez être. Mais donc en fait il faut accepter faut avoir ce mindset où la vie est remplie de choses, un jeu de chance dans un sens, mais un jeu aussi où vous pouvez changer en fait les règles du jeu.
alors que dans un jeu vidéo, tout le monde a la même recette, tout le monde aura la même finalité. Alors que dans la vraie vie, vous pouvez devenir plus de choses différentes. Donc juste à vous de vous en donner les moyens. Par contre, je pense que la vie est un marathon, donc il faut savoir faire des pauses pour se poser et réfléchir sur ok, donc je suis arrivée à là, maintenant qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je continue sur cette lancée ou est-ce que je dois changer de direction, etc. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est de savoir faire des pauses pour process et reprendre de l'énergie pour le prochain lap, le prochain jogging. Et dans ces moments où vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait jusque-là, est-ce que ça sert à quelque chose? Je pense que rien n'est inutile parce que vous avez forcément appris quelque chose, une leçon. Et cette leçon, donc c'est une richesse que vous avez, une expérience en plus que d'autres n'ont pas et que vous pouvez partager pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. Et aussi ça peut inspirer d'autres personnes. À chaque fois que je pense à ces moments de questionnement, si on est sur le bon chemin ou pas, je pense à cette chanson coréenne qui s'appelle Kill et donc qui veut dire The Road, donc en français le chemin, et que j'avais écouté pour la première fois, je pense pendant le Covid, et c'est une période assez une période de questionnement et réflexion parce que rien ne bouge et tu as beau vouloir faire quelque chose, mais des restrictions extérieures sont imposées. Donc tu peux pas forcément, même quelle que soit ton ambition, le monde est en pause. Et je pense que beaucoup de personnes sont passées par ces moments de frustration. Donc The Road by G.O.D. Et de surtout regarder la traduction des lyrics, très touchante, particulièrement si vous passez par ce moment de réflexion. J'aime particulièrement la reprise. Je pense qu'il y a une reprise par l'émission Begin Again que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez taper Begin Again, The Road, G.O.D. Et je pense qu'ils ont fait 2 versions. Mais la version de la période de Covid, je crois que c'était 2020 ou 2021. Et vous pouvez taper Henry et vous allez forcément tomber dessus, qui est un des chanteurs qui a repris la chanson. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Je crois que ça fait 3 fois que je dis que c'est la fin de ce podcast, mais je continue à étaler. Voilà, j'espère que ça a été inspirant pour certains et réconfortant pour d'autres. On se voit dans un prochain podcast. J'attends d'autres sujets, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en solo ou pas. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.